Bonjour, bienvenue à vous tous et toutes, à l'équipe qui prendra la parole aujourd'hui. Merci aussi aux personnes qui ont accepté l'invitation de prendre part à ce midi conférence ou en tout cas cette séance d'information qui portera principalement sur le programme de DESS en accompagnement spirituel en milieu de santé. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Je le dis d'emblée, DESS, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que vous allez l'entendre souvent durant la prochaine heure. Alors, DESS, c'est un acronyme qui veut simplement dire Diplôme d'études supérieures spécialisées. Et on spécifie le domaine en accompagnement spirituel en milieu de santé. Donc, c'est un programme de formation au deuxième cycle universitaire qui est pas tout à fait de la taille d'une maîtrise, mais pas très loin non plus. Généralement, ce sont des programmes de 30 crédits de deuxième cycle. Donc, pour la prochaine heure, si vous entendez DESS, vous savez à quoi ça réfère, diplôme d'études supérieures spécialisées. Et dans notre cas, c'est en accompagnement spirituel en milieu de santé. Sans plus tarder, je vous présente les intervenants et intervenantes qui vont prendre la parole ce midi. D'abord, je me présente, je suis Patrice Bergeron, je l'ai mentionné. Je suis directeur des programmes de deuxième et de troisième cycle en théologie à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Alors, mon rôle principalement, c'est, entre autres, les admissions au programme au deuxième et au troisième cycle, donc aussi dans le DESS. Parmi nous, et qui prendra la parole tout de suite après moi, Joanne Lessard, qui est chargée d'enseignement et que je salue à la Faculté de théologie et de sciences religieuses. Elle est aussi, parmi ses fonctions, adjointe à la chaire de recherche religion, spiritualité et santé. Donc, c'est dans son domaine. Elle enseigne dans le domaine de la relation d'aide et de l'accompagnement spirituel. Donc, elle intervient dans plus d'un cours du programme. Merci d'être avec nous, Joanne. Mario Bélanger, maintenant, que je salue aussi. Mario Bélanger est coordonnateur du programme DESS du côté du CHU de Québec. Alors, le CHU, c'est le Centre hospitalier universitaire de Québec. Alors, dans le milieu de la santé, le CHU de Québec, le Centre spiritualité santé, ben, c'est notre partenaire institutionnel pour ce programme de DESS. Donc, Mario est mon vis-à-vis du côté de notre partenaire facultaire. Évidemment, bon, Mario contribue aussi à l'enseignement dans le DESS comme professeur associé à la faculté. Il a été intervenant en soins spirituels pendant plusieurs années, puis il est maintenant le superviseur des stages cliniques dans le programme. Merci d'être avec nous, Mario. Mylène, bonjour Mylène, Mylène Brunet. Elle est intervenante en soins spirituels, elle aussi, au CHU de Québec. Donc, c'est son travail que d'être intervenante en soins spirituels. Elle est une ancienne étudiante de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Et maintenant, elle contribue à l'enseignement dans l'EDESS, comme professeure associée, elle aussi. Bienvenue, merci d'être là, Mylène. Je te salue. Jean Poirier, maintenant. Bonjour, Jean Poirier, merci d'être là aussi. Monsieur Poirier est conseiller en emploi à notre faculté. Donc, il est attitré à notre faculté et son travail important, c'est d'accompagner puis de conseiller tous nos étudiants et nos étudiantes qui en sentent le besoin pour ce qui touche à l'emploi. Donc, il prendra la parole aussi à la fin de notre séance. Merci d'être avec nous. Alors, toutes ces personnes-là prendront la parole. Euh, Quelques mots sur les objectifs de la séance. Alors, l'objectif premier, c'est de présenter le domaine d'études de l'accompagnement spirituel en milieu de santé. Alors, des fois, on parle de soins spirituels, c'est l'expression qui est employée dans les milieux de santé, mais plus généralement, ça couvre le domaine de l'accompagnement spirituel en milieu de santé. Et à notre faculté, ça débute au premier cycle et ça culmine au deuxième cycle. Alors, on vous présentera le domaine. Ensuite, on vous présentera plus spécifiquement le programme de deuxième cycle qui est consacré exclusivement à cela, au deuxième cycle, qui est le DESS en accompagnement spirituel en milieu de santé. Donc, il y aura des éléments qui concernent le programme lui-même, l'admission, les cours, etc. Et on pourra évidemment répondre à vos questions et échanger en toute fin de parcours. Donc, je me tais pour l'instant, je cède la parole sans plus tarder à Joanne qui va nous parler du domaine d'études et du microprogramme de premier cycle. À toi la parole, Joanne. Bien, bonjour tout le monde, à vous qui êtes en ligne et aux personnes qui se joindront en différé ultérieurement. À travers la longue liste de cours offerts à la faculté en théologie ou en sciences des religions, il y a quelques cours
qui ont trait de près ou de loin au domaine qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir les soins spirituels ou l'accompagnement spirituel. Alors, j'ai la charge moi-même actuellement de deux de ces cours-là. Je vous les présente bien rapidement. Donc, il y en a un qui s'appelle SCR 2200, Intervenir auprès du mourant, qui se donne à chaque session. Ce cours-là, même si dans le titre, il y a le mot mourant, en fait, il s'intéresse à l'expérience des personnes malades, en fin de vie, en deuil, mais aussi à celle des personnes qui les accompagnent, que ce soit comme proche aidant ou membre du personnel soignant, et en particulier quand les questions existentielles sur la vie, la mort et le sens sont en jeu. Ça, c'est pour intervenir auprès du mourant. Il y a aussi le cours Relations d'aide et quête de sens, PST 2102, qui se donne généralement à la session d'hiver. Ça, c'est un cours de base en relation d'aide qui ne vise pas une pratique disciplinaire spécifique, mais plutôt l'écoute et l'accueil de l'autre dans son expérience de sens bousculé, qu'il s'agisse de convictions ébranlées, un projet de vie menacé, un deuil à vivre, une décision à prendre, etc. Dans les deux cours, on mise sur une approche expérientielle et aussi les échanges entre les personnes participantes. Ce sont deux cours qui sont ouverts à tout le campus, donc ça nous met en contact aussi avec le point de vue des personnes qui proviennent d'autres disciplines, justement celles qu'on risque de retrouver quand on travaille en milieu de santé. Si en plus de ces deux cours-là, une personne au premier cycle s'inscrit aussi au cours THL 1003 Spiritualité chrétienne qu'anime Hélène Champagne, la professeure Hélène Champagne, ben, ça fait un 9 crédits qui constitue le microprogramme de premier cycle en études pastorales, accompagnement spirituel. Ce microprogramme-là donne une attestation de premier cycle qui est intégrable en tout ou en partie dans le certificat ou les baccalauréats de la faculté. En plus de ces 9 crédits-là, il existe aussi le cours THL 15-13, Soins de santé, spiritualité et religion, qui s'adresse d'abord aux gens en dehors de la faculté, mais auquel on peut aussi s'inscrire. C'est un cours de un seul crédit qui est animé par le professeur Guy Jobin et qui traite des enjeux qui sont liés à l'intégration des spiritualités et des traditions religieuses dans les soins de santé. Alors, ça fait le tour de ce qui est le plus proche là, de notre sujet d'intérêt d'aujourd'hui pour le premier cycle à la faculté. Et là, je passe la parole à Mylène. Mylène, qui a fait un parcours de premier cycle comme étudiante, qui, comme on a dit, travaille comme intervenante en soins spirituels, et qui enseigne aussi dans ce domaine-là. Alors, je te cède la parole, Mylène. Que tout le monde m'entend bien? Oui, parfait. Donc, c'est ça. Moi, je m'appelle Mylène Brunet. Je travaille en ce moment comme intervenante en soins spirituels au CHU de Québec. J'ai terminé, là, dans le fond, en 2017-2018, ma formation à la faculté de théologie et de sciences religieuses. À l'origine, moi, je suis née à Chicoutimi. Donc, ça a été un changement pour moi là, de venir à Québec étudier à l'Université Laval. J'étais vraiment motivée, en fait, dès le départ par ce projet-là de faire de l'accompagnement spirituel. J'avais vu là, la description du programme sur le site de cours, puis ça a tout de suite été un immense coup de cœur, là, un immense oui pour moi. Donc, j'ai fait le projet de déménager pour poursuivre mes études ici. J'ai fait mon bac multidisciplinaire en sciences des religions. Il faut dire qu'à l'époque, je pense qu'on était en 2008, on était en pleine crise des accommodements raisonnables. On parlait beaucoup là, des différentes religions présentes au Québec. On parlait de pluralisme. Donc, il y avait comme quelque chose de très actuel pour moi dans cette formation-là, qui était ouverte sur le monde. Pas que la théologie ne l'est pas, soit dit en passant, mais c'est ça, le contexte social et politique faisait en sorte que j'ai eu un attrait particulier pour le baccalauréat en sciences des religions. Ce que j'ai beaucoup apprécié, en fait, de ma formation au premier cycle, puis à la faculté de théologie et de sciences religieuses, ça a été d'abord la possibilité de m'impliquer aussi là, dans différentes organisations là,
facultaire, mais aussi le fait qu'au bac en sciences des religions, j'avais la possibilité d'aller chercher énormément de cours à option. Et moi, comme j'avais déjà en tête ce projet-là d'aller au DSS en accompagnement spirituel et de faire ce métier-là, ben, ça m'a vraiment permis à quelque part de me construire un bac qui était, j'oserais dire, sur mesure. Donc, je suis allée me chercher des cours, par exemple, à la faculté de services social, en intervention de groupe, en intervention en contexte de crise. J'ai fait aussi des cours à la faculté d'anthropologie sur les spiritualités autochtones. Donc, ça m'a vraiment permis d'aller chercher des choses que j'intuitionnais, si on veut, à ce stade-ci de ma formation, qui allait pouvoir peut-être me servir dans le milieu de la santé. Beaucoup de cours aussi sur les personnes âgées. Évidemment, en contexte de vieillissement de la population, la majorité des personnes qu'on dessert comme intervenants en soins spirituels, ben, ce sont des personnes âgées qui vivent toutes sortes d'enjeux, de problématiques, de transition de vie aussi dans le contexte du vieillissement. Donc ça m'a beaucoup été utile. Puis ça, c'est sans compter justement les cours avec Joanne Lessard que j'ai fait, que j'ai eu la chance de suivre. Et aussi des cours sur vraiment les traditions religieuses qui m'ont permis à quelque part, d'une part, en fait, de moi me situer par rapport à ma propre tradition religieuse, ma propre foi, ma propre vie spirituelle, parce que je pense que c'est important pour un intervenant en soins spirituels de, de, de déjà prendre conscience qu'on n'est jamais des agents neutres, hein, qu'on est porteur, nous aussi, à quelque part, d'une vision du monde, de valeurs, de choses qui nous motivent, de choses qui nous irritent aussi. Puis après ça, d'aller pouvoir comme m'intéresser justement aux phénomènes religieux, puis aussi à la quête de sens dans un contexte contemporain, comment ça peut se manifester. Donc, les cours en théologie, j'en ai eu presque, je crois que j'ai l'équivalent d'un certificat quand même là, en théologie dans le cadre de mon bac en sciences des religions, mais les cours de théologie et de sciences religieuses m'ont vraiment permis à quelque part là, d'ouvrir mes horizons, puis de vraiment aborder la question de la foi puis de la vie spirituelle sous toutes sortes d'angles. Puis avec cette possibilité-là aussi, au fond, de pouvoir avoir le regard de d'autres disciplines comme l'histoire, l'anthropologie, le service social, même il y avait un cours à l'époque de psychologie de la religion qui était donné par Céline Roussin. Donc, tout ça, ça l'a enrichi vraiment beaucoup mon bagage. Puis quand je suis arrivée, dans le fond, au DESS en accompagnement spirituel, ben, je me sentais quand même solide sur le plan de ma formation initiale. Et là, ce que ça m'a apporté, ça a été vraiment... C'est comme si, en guillemets, plus on avance dans le parcours, plus l'étau se resserre. Là. Ça a peut-être l'air négatif, mais je dirais peut-être plus le focus. Donc, je me rapprochais de plus en plus de mes intérêts très terrains autour de l'accompagnement spirituel, avec justement quand même des cours parfois un peu plus théoriques aussi, qui montrent ben, comment la spiritualité a été intégrée dans le milieu de la santé en Occident, notamment avec les cours de Guy Jobin. Fait que ça a été vraiment formateur pour moi. Puis c'est sûr que, tu sais, arrive l'été où on a 11 semaines de stage clinique de façon intensive. Puis ça, c'est sûr que l'expérience rentre au poste, comme on dit. Puis c'est là aussi qu'on voit à quel point le parcours vient comme offrir une fondation à cette pratique-là, dans le fond. C'est sûr qu'on intervient, on accompagne des gens qui sont vulnérables, puis c'est important quand même de ne pas s'improviser là-dedans. Je pense qu'il faut se faire une tête. Je pense qu'il faut développer aussi un regard critique, puis un réflexe en fait, une pratique d'auto-réflexivité sur sa pratique au quotidien. Donc, le DSS est vraiment venu me donner ça.
Depuis quelques années, en fait, pour la troisième année là, consécutive, ben, j'ai aussi la chance d'enseigner dans le programme de DESS en accompagnement spirituel, un cours qui s'appelle Modèle d'intervention en soins spirituels ou tout simplement modèle d'intervention. Là, je veux pas induire personne en erreur. Là. J'ai le premier bout, en tout cas, ça, je suis certaine, avec Guy Jobin en binôme. Et puis, pour moi, c'est important, si on veut, l'apport que je peux amener dans ce cours-là, c'est sûr que c'est vraiment beaucoup le regard clinique, le regard terrain à partir de mes expériences vécues au quotidien. Euh, Être intervenante en soins spirituels, sincèrement, c'est tellement un beau métier. C'est un métier qui est exigeant, mais tu sais, la chance de faire une différence auprès des gens qui sont malades, auprès des gens qui sont en quête, qui sont en perte de repères, pour moi, ça vaut de l'or, c'est précieux. Puis ce que j'essaie de transmettre à quelque part, c'est d'abord et avant tout cette passion-là de l'humain, puis du vouloir aider, tu sais, de vouloir être au service de, mais aussi justement d'aller euh, tirer dans mes expériences cliniques, dans mes erreurs aussi, de quoi en tout cas échanger, discuter sur cette pratique-là avec les étudiants. C'est un petit peu ça, mon parcours. On m'avait dit 8 à 10 minutes, je suis à 9 minutes. Je pense que c'est bien. Fait que je vais laisser la parole, je crois, à Mario. Je ne veux pas induire en erreur, mais Je pense que ça va être Joanne. c'est Joanne, excuse-moi, Mario, Joanne. Mario, très bientôt. Juste en complément, tu mentionnais Parfait. ton cours, c'est modèle d'intervention en milieu de santé. C'est ça. Oui, parfait, merci. C'est J'étais ça le titre assez officiel du proche. cours. Mais Mais merci beaucoup, Mylène, ça fait plaisir. pour ton témoignage. Tu nous montres bien, bon, tu communiques bien ta passion. Puis tu as bien expliqué aussi comment le domaine d'études, ça peut commencer au premier cycle. Ça s'enracine dans une formation un peu plus générale sur la quête de sens, sur les traditions religieuses, les milieux finalement dans lesquels qui accompagnent les quêtes de sens depuis plusieurs années. Donc, c'est une formation qui vient s'enraciner dans une formation un peu plus générale sur la quête de sens et les traditions religieuses. Alors, je cède la parole, j'arrête de parler. Là. Joanne, c'est à ton tour pour nous parler, je Merci. pense, d'où vient le programme. Exact. Alors, on peut quand même préciser que la Faculté de théologie et de sciences religieuses, elle est engagée depuis 1971 dans la formation pratique en pastorale de la santé, comme on appelait ça dans le temps. Pendant des années, elle a offert un stage clinique de 12 crédits de premier cycle, qui était animé par du personnel de ce qu'on appelle justement maintenant le Centre spiritualité santé de la capitale nationale. Puis en 2008, on a lancé, j'étais déjà là, donc on a lancé le diplôme justement d'études supérieures spécialisées en accompagnement spirituel en milieu de santé, un programme de deuxième cycle. Pourquoi? Bien, ça faisait un bout de temps que la faculté sentait le besoin de créer, plutôt qu'un stage de premier cycle, de créer vraiment un programme entier de 30 crédits de deuxième cycle en cette matière. Alors, c'est un programme qui est très original, qui a été bâti en partenariat entre la faculté et le Centre spiritualité santé. Et ça a été une très, très belle aventure pédagogique de créer ça. Chaque cours créé est confié à une équipe composée minimalement d'un membre de la faculté et d'un membre du centre, associé au terrain, qui définissent ensemble les objectifs d'apprentissage, les activités pédagogiques, les modes d'évaluation, l'offre de la formation elle-même. C'est alors, donc en 2008 et pour les années qui ont suivi, un programme à temps complet sur 2 sessions qui intègre bien sûr des stages. En 2011, il se passe plein de choses au Québec dans le milieu de la santé et qui vont toucher les gens qui sont animateurs de pastoral santé. Entre autres, ils changent de titre. Ils deviennent des intervenants en soins spirituels. Et ça va modifier le travail qui est attendu des professionnels en question, qui ont désormais à accompagner les personnes hospitalisées ou hébergées, qui qu'elles soient, quelle que soit leur façon de penser, de croire ou d'espérer. On décide donc de réviser le programme, toujours en partenariat. Et là, on a développé un référentiel de compétences plus élaboré. On a révisé les cours, puis le DESS est devenu un programme à temps partiel costaud, il faut quand même le dire, qui s'étale de septembre à juillet, donc pendant 11 mois et demi, avec des modes d'offres qui sont assouplis.
Il y a des parties de formation qui s'offrent de soir, de fin de semaine, en ligne, ce qui permet de privilégier les personnes qui veulent garder un travail à temps partiel pendant leurs études. Donc, on est depuis 2015 jusqu'à maintenant dans un programme par compétences qui est à temps partiel automne-hiver et avec un stage plus intensif l'été. 15 crédits de cours, 14 crédits de stage et 1 crédit d'intégration. C'est un programme qui se démarque donc par sa conception, mais aussi par son souci de développer un climat d'apprentissage qui est stimulant, qui est harmonieux, qui offre un cadre souple, relativement, qui fait place à une diversité de points de vue et d'expertise, qui favorise l'exploration et l'enrichissement mutuel. Quant aux personnes qui s'y inscrivent depuis le début, elles affichent des profils diversifiés en termes d'âge, de sexe, d'origine ethnique, de profession antérieure, de statut religieux, d'ancrage spirituel. La dernière chose que je dirais là-dessus, c'est que lorsqu'une personne inscrite au DESS a réussi tous ses cours d'automne et ses cours d'hiver, la chaire Religion, Spiritualité et Santé de la Faculté de théologie de sciences religieuses offre une bourse de soutien à la réussite à chaque personne inscrite, donc qui a réussi ses cours d'automne et d'hiver, ce qui donne une chance pour entrer dans le long stage qui vient. Voilà, pour tout de suite. Merci beaucoup, Joanne. Donc, il y a déjà plusieurs informations. Tu l'as peut-être mentionné, mais je le rappelle, nos cours commencent toujours à l'automne. Hein. Donc, parce que moi, je vais vous parler dans les prochaines minutes des conditions d'admission. Alors, le DESS, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est au 2e cycle, puis l'aventure commence par une demande d'admission. Alors, si le programme vous intéresse, il faut faire la demande d'admission, et puis ça, c'est un peu plus ma responsabilité du côté de la faculté ici. Donc, les conditions principales d'admission au DESS, c'est d'avoir un premier cycle dans le domaine, hein, un baccalauréat dans le domaine. Ça, c'est les conditions d'admission régulières. Donc, un baccalauréat ou bien en sciences des religions ou bien en théologie. Et là, je vous parle bien des conditions d'admission dans le programme. Mario, tantôt, nous parlera des conditions d'embauche dans les milieux de travail. En tout cas, les milieux de travail à Québec, dans le secteur public. Il faut bien distinguer les deux. Donc, les conditions d'admission régulière, c'est bon, ça prend une moyenne suffisante aussi, donc une moyenne de B au premier cycle, et ou bien un bac en sciences des religions, ou bien un bac en théologie. Si jamais vous avez un baccalauréat dans un autre domaine, idéalement dans un domaine lié à l'accompagnement, comme en travail social, par exemple. Bref, vous avez un baccalauréat dans un autre domaine et que vous vous intéressez à l'accompagnement spirituel. Vous pourriez éventuellement être admis dans le programme si vous avez cumulé en plus de cela l'équivalent d'une année à temps complet de premier cycle dans les domaines spécifiques des sciences des religions ou bien de la théologie. Donc, si par exemple, vous avez un bac dans un autre domaine et un certificat en sciences des religions ou en théologie, du point de vue de l'admission dans le programme, c'est possible. Maintenant, il faut bien faire la différence entre, je l'ai mentionné tantôt, mais je le répète parce que c'est une distinction qui est très importante, entre les conditions d'admission dans le programme et les conditions d'embauche dans plusieurs milieux de travail. Voilà. Le processus d'admission, donc vous déposez une demande d'admission via le site Internet du bureau du registraire de l'Université Laval. On va vous demander vos diplômes, vos relevés de notes, comme c'est toujours le cas dans une demande d'admission. On va vous demander aussi un curriculum vitae. Je pense que c'est pas mal ça les pièces. Il y a un formulaire à remplir. Et là, votre demande subit une première évaluation en fonction de vos études antérieures. Dans ce programme-là, il faut savoir qu'il y a un nombre limité de places en raison du nombre limité de places pour des stages de formation. Donc, il y a une deuxième étape aussi, puis je pense que ce n'est pas la seule raison, mais il y a une deuxième étape, retenez ça, qui est l'étape de l'entrevue. Parce que c'est un domaine dans la relation d'aide, donc l'aspect humain est un aspect important aussi. Donc, une fois que si vous passez la première étape, vous répondez aux conditions d'admission, vous serez à ce moment-là probablement convoqué pour une entrevue qui peut avoir lieu à peu près 2 mois après. Donc, si par exemple, vous déposez une demande d'admission en décembre ou en janvier, et là, vous passez la première étape,
arrivé vers la fin février, mars ou au plus tard début avril, on vous convoquera pour une entrevue et vous aurez la réponse définitive quant à savoir est-ce que vous êtes admis ou non dans le programme. Autour de cela, fin avril, début mai, Mario pourra corriger si jamais je fais des erreurs sur les dates, j'y vais de mémoire. Mais grosso modo, c'est comme ça que fonctionne le processus d'admission. Je vous ai parlé des conditions d'admission dans le programme. Je cède la parole à Mario qui peut compléter là-dessus sur les conditions d'embauche et le processus d'admission pour détailler, par exemple, ce qui concerne l'entrevue. Parfait. Merci, Patrice. Bonjour tout le monde. Alors, oui, la deuxième étape euh, pour l'admission, c'est une entrevue qui est réalisée, dans le fond, un peu dans l'esprit de ce que disait Mylène tout à l'heure. On travaille avec des gens vulnérables. Donc, comme les candidats ou les étudiants vont être appelés à entrer en relation avec les personnes, c'est important qu'elles soient bien situées là, dans le contexte religieux aussi, c'est-à-dire le contexte social actuel d'accompagnement spirituel dans un milieu de santé québécois qui, on l'a dit, est davantage neutre au niveau des religions, mais où on s'occupe quand même de la dimension spirituelle de la personne. Alors, pour s'assurer que la personne a le potentiel de bien réussir le programme, de bien vivre le programme, ben, on fait une entrevue. Donc, une fois que j'ai reçu le courriel de Patrice qui me dit, bon, cette personne-là, elle pourrait être admise, ben, on fixe avec la personne une date d'entrevue à peu près un mois après qu'on communique ensemble. Et parce qu'il y a un temps, un entre-temps où on demande aux personnes de faire une démarche de réflexion autour de quelques questions qui nous permettent de connaître la personne, une lettre de référence, une lettre de présentation aussi, et un document écrit donc qui est retourné, qui va faciliter par la suite et approfondir le dialogue durant l'entrevue. Donc, c'est une étape quand même importante pour le discernement de la personne, puis pour nous permettre ensuite de bien vérifier de façon personnalisée les capacités de la personne de pouvoir vivre le programme. Donc, cette entrevue-là se déroule en mode virtuel avec 2 professionnels du Centre Spiritualité Santé qui ont un rôle de supervision dans les stages parce que c'est vraiment à ce niveau-là qu'on va plus aller regarder le potentiel de la personne de pouvoir entrer en relation dans un contexte qui est complexe, mais un contexte aussi où il y a des gens vulnérables. Donc, nous, à la suite de ça, on fait une recommandation au directeur du programme qui voit ensuite avec le service de registraire de l'université à ce que la personne reçoive une offre d'admission qui arrive par la suite. Et si la personne accepte l'offre d'admission, ben, elle est admise dans la cohorte du mois de septembre qui suit. Alors, vous aurez aussi l'occasion de poser des questions si jamais il y a besoin de clarification un peu plus tard. Maintenant, on va passer à la description des cours du programme et des stages. Bon, comme j'ai la partie davantage du volet pratique ou du volet clinique, je me permets de commencer en vous parlant brièvement de ce volet-là qui se déroule en 2 périodes. D'abord, un premier stage à l'automne. Donc, si on prend la cohorte qui s'en vient à l'automne 2025, il y a un cours qui s'appelle stage d'insertion. C'est 8 jours en 3 blocs où les personnes seront initiées aux soins spirituels ou à l'accompagnement spirituel tel qu'il se vit dans 2 milieux. Donc, en général, soit à l'hôpital et dans un centre d'hébergement. Des fois, il y a aussi la santé mentale qui peut être visitée. Donc, les ISS se retrouvent sur le terrain avec des superviseurs cliniques qui les guident dans leurs observations. Il y a aussi des travaux écrits, des temps d'échange en groupe qui peuvent viser une meilleure intégration des apprentissages. Donc, ça, c'est à l'automne. Ensuite, à l'été, Mylène en parlait tout à l'heure, il y a un stage de 11 semaines qui est à temps plein. C'est la seule période de tout le DSS qui est à temps plein. Donc, c'est un stage d'intervention qui permet à l'étudiant d'endosser concrètement le rôle et les responsabilités d'un ISS en étant guidé par des superviseurs
compétents et expérimentés. Donc, comme pour le stage d'automne, il y a des travaux de relecture, d'expérience, des ateliers de travail en groupe, des temps de supervision individuelle aussi, qui sont propices à approfondir l'expérience. Donc, c'est ces deux périodes où l'aspect clinique est davantage mis de l'avant, mais dans tous les autres cours, on le sent déjà dans les présentations qu'on a faites, l'aspect théorique est toujours en lien aussi avec des aspects très concrets, la clinique. Je me permets aussi de parler du cours service de soins spirituels, donc qui parle du b.a.-ba de ce que sont les soins spirituels en milieu de santé, à partir de du réseau de la santé aussi, de qu'est-ce que c'est une note au dossier, qu'est-ce que c'est le travail interdisciplinaire et aussi quelques outils ou quelques moyens qui sont utilisés pour accompagner les gens, non pas seulement euh, en individuel, mais aussi dans des rencontres de groupe, par des rituels, par aussi la méditation, par exemple. Alors, je ne sais pas, Mylène, si tu voulais dire un mot sur le cours modèle davantage? Ben, peut-être simplement spécifique, c'est ça, Guy Jobin a beaucoup travaillé dans ses travaux de recherche sur la question de la spiritualité et du monde biomédical. Donc, lui est vraiment là pour offrir à quelque part les fruits de sa recherche là, à ce sujet-là. Donc, il va présenter différents modèles, différentes façons de voir la vie spirituelle dans le monde de la santé, comment les autres professionnels aussi l'aperçoivent, se l'approprient. Puis ensuite, là, comment un peu partout dans le monde aussi, il y a des pratiques d'accompagnement spirituel qui diffèrent, même si on est toujours au cœur. Et moi, je suis un peu là pour enseigner avec un regard critique, malgré tout, un modèle, celui qui est employé au Centre de spiritualité santé de la capitale nationale du Québec. Un modèle qu'on a développé ici sur plusieurs années là, de développement, d'expertise. Puis c'est ce modèle-là, au fond, qui est finalement intégré dans le cadre des stages. Donc, je suis un peu celle là, qui favorise un peu l'apprivoisement de ces outils-là de travail, de cette vision-là de l'accompagnement spirituel dans le milieu de la santé. Donc, c'est ce que je pourrais dire là-dessus. Pour la suite des cours, alors moi, je suis associée au cours Enjeux, éthique et souffrance, qui est d'abord donc un cours d'éthique. Puis puisque c'est un cours d'éthique, ben, c'est un cours où on travaille beaucoup dans l'échange, dans la réflexion, dans le partage des perceptions. Puis les enjeux éthiques dans le milieu de la santé, que ce soit pour les personnes qui sont intervenantes ou que ce soit pour les patients ou pour les proches, il y en a de multiples. Donc, on travaille beaucoup en, je dirais, en pédagogie inversée parce que sur place, donc on a 4 journées en personne, le reste est en ligne. Quand on est sur place, on prend le temps de discuter. C'est vraiment ça qui est la force quand on travaille en éthique. Alors, la partie plus terrain, elle est assumée quand on a un panel d'intervenants qui vient comme invité partager les enjeux éthiques spécifiques qu'ils ont rencontrés dans leur propre pratique. Ensuite, il y a le cours Relations d'aide et accompagnement spirituel que j'ai le plaisir d'offrir en compagnie de mon collègue Gilles Bradet, qui a été intervenant en soins spirituels pendant un bon nombre d'années, qui est travailleur social et qui est aussi psychothérapeute. On travaille ensemble depuis 2012, donc c'est un cours qu'on donne vraiment en co-enseignement tout le temps ensemble, les 7 journées complètes ensemble avec le groupe étudiant. Alors, c'est un cours qui se veut vraiment proche de la pratique de la relation, que les gens puissent explorer les enjeux de relation qui sont les leurs limites, mais leurs forces. Alors, vraiment, le climat de confiance est absolument fondamental dans ce cours-là. Et ce cours-là, qui est à l'hiver, nous mène tranquillement, finalement, vers le long stage d'été qui va suivre. Et puis, finalement, il y a un cours au choix qui complète le 30 crédits. Le cours au choix, bien, c'est un échange entre l'étudiant, l'étudiante et le directeur de programme qui doit l'approuver. Alors ça, il y a quand même pas mal de choix possibles. Ça fait le tour
de la description des 30 crédits, il reste un crédit d'intégration qui se veut une espèce de, justement, d'intégration de l'ensemble du parcours là, qui arrive en général pas mal en bout de programme, dépendant là, de la personne qui l'assume. Voilà. C'est Marie qui prend la parole pour les possibilités d'emploi, hein, parce que oui, c'est vers ça important. aussi que ça nous mène en général. Ben, j'enchaîne avec plaisir là, sur les perspectives d'emploi. Je crois même que M. Poirier avait parlé avant moi. M. Poirier, je vous laisse la parole. Alors, je vais vous présenter brièvement les services qu'on met à votre disposition pour l'intégration au marché du travail. C'est sûr que dans le programme, c'est très organisé au niveau des stages, dans le sens que la direction de programme et le CHU organisent tout un système de, je dirais quoi, de pairage ou de placement de stagiaires. Arrive à la fin des études, si vous avez besoin d'aide pour intégrer le marché du travail, à ce moment-là, je peux vous aider à différents niveaux. Je peux vous aider là, pour rédiger vos curriculum vitae, vos lettres de présentation. Si vous cherchez à améliorer la façon de présenter votre candidature, puis d'avoir des présentations là, adéquates, notamment lors des entrevues, c'est des raisons pourquoi les étudiants viennent me voir là, pour que je les aide. Si pour une raison ou pour une autre, vous décidez d'aller ailleurs que dans le réseau de la santé, bien, il y a beaucoup d'emplois possibles aussi. Là. Une fois que vous avez terminé votre DESS, vous pouvez aller travailler dans le réseau de l'éducation, vous travaillez dans le communautaire. Donc, il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez exercer un métier autre aussi qu'intervenant en soins spirituels en milieu de santé. Donc, vous aurez peut-être à organiser des démarches là, structurées là, pour vous trouver l'emploi que vous souhaitez avoir. Donc, je suis là pour vous accompagner. Vous devez savoir que je suis présent. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pendant vos études, mais aussi jusqu'à 2 ans après l'obtention du diplôme. Donc, si vous avez besoin, vous terminez vos études et pour une raison ou pour une autre, là, vous avez besoin d'accompagnement, je suis présent pour vous aider à ce niveau-là. Ça va me faire plaisir. Donc, c'était pas mal ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'avais pensé peut-être vous montrer le site Internet, juste pour vous dire que, bon, sur notre site, on a plein d'informations sur le marché du travail intéressantes. Et pour prendre rendez-vous, ben, il y a une prise de rendez-vous en ligne. Là, notre système identifie que vous êtes un étudiant de la faculté de théologie sciences religieuses, donc va vous présenter mes plages de disponibilité. Là. Les étudiants me rencontrent à leur choix en présence ou à distance. C'est selon le choix des étudiants. Là. Moi, je suis presque toujours sur le campus, là, de toute façon. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Poirier. Puis moi, j'enchaîne avec, dans le fond, les possibilités, les perspectives d'emploi dans le concret. Tantôt, on parlait, Patrice parlait des critères d'admission, si on peut dire, là, c'est peut-être mal dit. Je suis vraiment pas un domaine des ressources humaines, puis je travaille encore moins dans ce service-là des ressources humaines au CHU de Québec. Mais ce qu'on peut dire en général, c'est que l'obtention d'un bac est absolument nécessaire puis quand c'est un bac qui a un lien avec avec la relation d'aide, c'est certain que ça va être davantage exploré pour la possibilité d'engager la personne. Il y a aussi nécessairement des cours en théologie ou en sciences des religions qui sont demandés. Pas nécessairement un bac. Le bac est la voie royale, si on peut dire. Mais s'il y a un bac dans d'autres domaines, c'est pas impossible non plus d'être engagé, mais à certaines conditions qui ne relèvent pas de moi. Donc, c'est important de le dire aussi parce que des étudiants qui sont admis dans le DESS ne seront pas nécessairement engageables, si on peut dire comme ça, dans le domaine de la santé, du moins dans la région de Québec. Alors, par rapport justement à la région de Québec, en plus du roulement habituel, ce qui est observé, ce qui est observable actuellement, c'est que, bon, dans le roulement habituel, il y a des possibilités de remplacement. Et puis, d'ici 2 ans, on prévoit 3 ou 4 retraites dans l'équipe d'une trentaine, 30, 35 personnes.
Donc, ça donne quand même une perspective là, qu'il y a des possibilités d'emploi. Aussi, dans d'autres milieux, quelqu'un qui est plus mobile, il y a toujours, par exemple, à Sherbrooke ou au nord de Montréal, dans la Naudière, dans Laurentide, il y a des possibilités, à Chaudière-Appalaches aussi. Il y a souvent des offres d'emploi qui sont affichées. Donc, c'est important quand même de vous mentionner que en dehors de la région de Québec, dans le domaine des soins spirituels comme tel, il y a aussi régulièrement là, des possibilités d'emploi. Puis, comme le disait M. Poirier, il y a dans le milieu des services funéraires, par exemple, dans le milieu carcéral, les communautés religieuses aussi engagent des accompagnants spirituels de plus en plus. Donc, il y a d'autres perspectives d'emploi. Mais pour ce qui est de, du domaine euh, de la santé comme tel, c'est un peu les perspectives actuelles. Merci beaucoup. Merci Mario. Merci aussi Jean. Alors, vous le voyez, on a une superbe équipe de formation dans ce programme-là. On a une équipe expérimentée, donc le programme a évolué, Joanne nous l'a bien raconté, mais euh, ça fait quand même plusieurs années qu'il y a une formation dans ce domaine-là. Donc, on a une équipe expérimentée, il y a des éléments théoriques, on a bien réfléchi à ces enjeux-là, mais il y a aussi des éléments pratiques qui sont centraux dans la formation. Donc, c'est un domaine passionnant, riche, dans lequel il y a de l'emploi possible. Il faut le mentionner. Mais c'est un domaine aussi qui vient avec une certaine complexité, hein. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on s'improvise pas du jour au lendemain accompagnateur en soins spirituels et spécifiquement en milieu de santé. C'est pour ça que, au niveau de la formation, c'est conçu, puis c'est pensé comme étant une spécialisation dans un domaine un peu plus vaste qui est le domaine des sciences des religions puis de la théologie, qui permet de connaître, de réfléchir à la quête de sens en profondeur, de connaître aussi différentes traditions religieuses et spirituelles dans lesquelles les quêtes de sens se sont vécues. Il y a tout l'enjeu des rituels, du langage. Puis il faut aussi, c'est une formation, c'est un domaine dans lequel on peut difficilement aussi éviter de se situer. Mylène l'a bien mentionné. Donc, la formation de premier cycle sur laquelle vient s'appuyer le DESS, ben, elle vous outille à ça. Donc, on ne s'improvise pas du jour au lendemain spécialiste dans le domaine de l'accompagnement spirituel en milieu de santé. Euh, Quelques rappels brefs, là, le DESS, c'est un programme qui débute toujours à l'automne chez nous. Il y a un nombre limité de places. C'est à temps partiel, mais un temps partiel, et je trouve que le mot est très bien dit, costaud, c'est-à-dire que il y a des temps de formation, des journées entières, des fois à la fin de semaine, etc. Mais il faut quand même prévoir du temps dans son agenda pour la formation en question. Je vous partage rapidement une page avec des coordonnées. Si jamais vous voulez nous contacter, pour avoir de plus amples informations, j'y vais rapidement. Donc, vous pouvez nous contacter. Sur la question de l'admission, l'adresse, c'est études@ftsr.ulaval.ca. Donc, ça, c'est vraiment le point de chute pour toutes les demandes relatives à l'admission. S'ils ont besoin de me contacter comme directeur de programme, ils vont rapidement, ils savent où me trouver, hein, pour que j'échange avec vous, pour si vous avez des questions plus spécifiques, plus pointues. Alors, il y a là à l'écran un numéro de téléphone. Si vous voulez vous présenter en personne, ben, on a une équipe à la faculté ici à l'Université Laval, des bureaux. Il y a un site aussi. Vous pouvez trouver la page du programme en question. Puis, toute l'information qu'on vient de vous partager, elle est jusqu'à une certaine manière écrite dans la page qui présente le programme du DESS. Voilà. Est-ce que j'ai dit ce que je voulais dire? Je pense que oui, on arriverait à la période quand même non négligeable et très importante, qui est la période d'échange et de questions. Donc, ça fait beaucoup d'informations. Ça fait déjà 45 minutes qu'on vous parle. Éventuellement, cette vidéo-là sera mise en ligne, donc vous pourrez la revisionner de nouveau. Vous pouvez aller sur le site de la faculté, mais on est là pour répondre à vos questions. Vous pouvez l'adresser à une personne en particulier. Ça peut être à moi comme directeur de programme, à Jean Poirier ou Mario sur l'emploi, les milieux, Joanne et Mylène sur les cours, etc., etc. Oui, Monsieur Mampouya, à vous la parole. Merci beaucoup. Je suis Bernard Léa, inscrit à la faculté de théologie en programme master avec maîtrise, avec mémoire, c'est ce que je dis, maîtrise avec mémoire. Et en même temps, je suis inscrit au centre de spiritualité de Villa-Morez. Je suis
une formation dans l'accompagnement spirituel. Alors, je voulais savoir quelle est la relation est-ce qu'il y a une relation qui existe entre le centre Villa Morez et l'université dans ce programme de SS? Voilà. Très Merci. bonne question. Je vais y répondre rapidement, puis si d'autres membres de l'équipe veulent préciser, vous pourrez le faire. Alors, c'est une très bonne question qui me donne l'occasion de préciser, distinguer les programmes. Alors, on vous a bel et bien parlé du DESS en accompagnement spirituel en milieu de santé. On a aussi un micro-programme en accompagnement spirituel offert à la faculté. Donc, on reste dans le domaine de l'accompagnement spirituel. Par contre, le DESS se consacre et se concentre vraiment sur les conditions d'exercice de l'accompagnement spirituel dans les milieux de santé, qui sont aujourd'hui des milieux laïques où on est confronté d'emblée à une diversité de parcours. Alors que le micro-programme en accompagnement spirituel, qui est offert avec un autre partenaire, qui est le Centre de spiritualité Morez, évidemment, c'est une autre formation en accompagnement spirituel qui vous outille à accompagner des gens qui ont une diversité de parcours. Par contre, la manière dont on théorise et on conçoit l'accompagnement spirituel, on est beaucoup plus proche d'une conception, je dirais, dans les milieux ecclésiaux et enracinée dans la tradition ignatienne d'accompagnement spirituel, qui est la tradition dans la grande famille spirituelle des Jésuites. Donc, on a un petit peu plus clairement et explicitement une manière chrétienne de problématiser l'accompagnement. Donc, ce sont deux programmes distincts. Évidemment, d'avoir une formation en accompagnement spirituel par la tradition ignatienne, c'est des outils importants qui peuvent vous outiller, mais le programme qui est vraiment dédié à l'accompagnement spirituel en milieu de santé, c'est bel et bien le DESS dont on vous a parlé. Ce sont deux programmes distincts. Et il n'y a même pas de cours commun là, entre les deux programmes parce qu'il y a vraiment des réalités qui sont différentes. Est-ce que je réponds à votre question? Oui, merci. Si d'autres voulaient préciser Oui. ou ajouter des choses. Non, témoigner que pour être un ancien du Centre Morez qui est fait cette formation-là, c'est très utile, mais c'est pas nécessaire là, pour travailler dans le milieu de santé. Mais il y a il y a des savoirs transférables qui sont là, euh, qui sont précieux. Attention, le clavardage. En attendant, parce que j'en vois pas à l'instant, je lance une question comme ça. Ça ressemble à quoi une journée de travail, par exemple Mylène ou Mario, dans votre milieu de travail? Si vous êtes capable de nous dire ça en 1 ou 2 minutes, j'ose pas vous poser la question, ça gagne combien, là? Mais Ben, nos salaires sont publics. On est fonctionnaire, en guillemets. Donc, vous pouvez consulter notre échelle salariale en faisant une recherche rapide sur Internet. Ça, il y a pas de tabou là-dessus. Là. Je ne vous dirai pas je suis à quel échelon, là, mais je vous invite à aller voir la grille. Il n'y a pas de problème. Mais sinon, une journée typique, à quoi ça ressemble? Ben, on arrive au bureau, on prend notre téléavertisseur, on l'allume parce que dans le fond, il y a beaucoup un intervenant en soins spirituels. Oui, ça peut planifier un petit peu sa journée, mais en même temps, ça doit toujours se rendre disponible aux urgences. Ça arrive qu'on soit signalé pour des accompagnements de gens qui sont en détresse vive ou qui sont en fin de vie ou même qui sont décédés pour du soutien aux proches. Donc, il y a une partie du travail qui ne se planifie pas, puis qui est un petit peu de l'ouverture à l'inédit de ce que peut amener la journée de travail. Sinon, on ouvre ses courriels, on reçoit nos requêtes de toutes sortes de professionnels. Moi, entre autres, j'ai des ergothérapeutes, des physiothérapeutes qui vont beaucoup faire appel à moi parce qu'à l'hôpital où je travaille, il y a des personnes qui sont amputées puis qui peuvent vivre toutes sortes d'enjeux sur ce plan-là. Ça peut être l'équipe des médecins de soins palliatifs, ça peut être l'infirmière qui a juste simplement détecté qu'il y avait un de ses patients cette journée-là qui était plus triste. Donc, on se rend disponible aussi à ces demandes-là. Puis après ça, c'est d'essayer de prioriser dans les tâches de la journée, dans les enjeux que vivent les patients, bien, qui est-ce qu'on essaie de voir en premier, où est-ce qu'on se rend.
C'est un métier où on travaille au fond beaucoup debout, où à quelque part on sort rapidement du bureau pour aller sur les unités. Si on est en CHSLD, ben, on va aller voir nos résidents. On peut animer des ateliers de groupe de méditation, on peut animer des ateliers de soutien aux proches. On peut aussi coordonner des messes, ce qui se fait encore dans les CHSLD. Sinon, ben, c'est de se rendre présent pour les caucus interdisciplinaires. C'est un des endroits aussi où on peut recevoir nos références, nos requêtes. C'est une façon aussi de communiquer en équipe, de travailler ensemble pour le bien-être des patients. Puis, sinon, ben, c'est sûr que comme n'importe quel métier, on se retrouve avec des réunions de service, puis avec des choses, on peut être plus ou moins friand de ça ou pas, mais je dirais quand même que c'est un métier où normalement on passe pas trop de temps devant l'écran. C'est sûr que le temps, la majorité de notre temps, on essaye de le consacrer à l'accompagnement, d'être là pour les gens, pour les patients, pour les familles. Mais il y a un aspect aussi de reddition de compte, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait une intervention, ça doit apparaître dans le dossier. Donc, il y a la question de la rédaction de la note au dossier aussi que j'aborde beaucoup là, dans ma section du cours, là, d'ailleurs, modèle d'intervention en milieu de santé, qui est quand même important. Puis ça, c'est quand même tout un art hein, d'arriver à traduire la question de la vie spirituelle dans un autodossier qui est adressé à toutes sortes de professionnels, de trouver un vocabulaire aussi qui permet entre nous, entre collègues intervenants en soins spirituels, d'assurer un suivi qui est cohérent si un ou l'autre des collègues est absent. Donc, je dirais que ça ressemble pas mal à ça. Je ne sais pas si Mario, tu as quelque chose que tu voudrais ajouter que j'ai peut-être laissé dans mon angle mort. Donc, je voulais juste parler de la garde aussi. C'est un service régional dans la région de Québec, puis on assure la garde 24/7 dans tous les établissements. La chance qu'on a, c'est qu'on est plusieurs, il y a plusieurs intervenants qui peuvent se relayer pour la garde. Donc, les soirs, la nuit, les fins de semaine, il y a quand même à planifier ou à prévoir ça dans les horaires que ben, on est appelé à contribuer, par exemple, à peu près une fois par mois pour les soirs-nuit ou une fois ou 3 mois pour les fins de semaine. Donc, c'est ce que j'ajouterais là pour répondre aux besoins de la clientèle qui est dans une situation d'urgence là. À ce moment-là, dans tous les établissements du CHU, à l'UICPQ ou dans les centres d'hébergement. Euh, Oui. voilà. Oui, puis je veux quand même préciser que, tu sais, j'ai parlé beaucoup, bon, de la pratique en CHSLD ou en milieu hospitalier, mais il y a quand même une minorité d'intervenants en soins spirituels, mais quand même, ça existe. Donc, je pense que c'est important d'en parler, qui a une pratique plus sur rendez-vous. Par exemple, on a 2 collègues qui travaillent à temps plein au CIC, qui est la clinique là, intégrée en oncologie là, à Québec. Donc, eux vont vraiment avoir une pratique un petit peu plus standardisée, si on veut, avec des rendez-vous qui sont pris à l'avance par une agente administrative. On en a aussi qui travaillent au CLSC dans les équipes de soins PAL à domicile. Donc, à ce moment-là, c'est un peu différent parce qu'on se rend chez la personne. Puis ça aussi, ben, ça ne s'improvise pas, donc ça va être sur rendez-vous. Puis je sais que, tu sais, traditionnellement, pour des raisons, je pense, qui sont évidentes, l'accompagnement spirituel dans le milieu de la santé a comme une longue histoire avec les soins palliatifs. Puis on peut comprendre pourquoi, mais on a des collègues qui travaillent au centenaire enfant avec les parents qui vivent des grossesses à risque, en contexte pédiatrique, auprès des jeunes aussi, des enfants qui sont malades. On en a qui travaillent au Centre de réadaptation en dépendance de Québec, à l'Institut de santé mentale. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps en traumatologie puis en réadaptation. Donc, l'enjeu était davantage d'accompagner la survie et non la fin de vie. Donc, c'est quand même un domaine où les pratiques peuvent être variées, où selon nos intérêts aussi, on peut vraiment aller
chercher de quoi se nourrir. Je sais que j'ai beaucoup de collègues en CHSLD, par exemple, qui aiment la musique, qui sont musiciens, qui sont chanteurs, qui vont l'utiliser, ces talents-là, ces dons-là, ces aptitudes-là que moi, je n'ai personnellement pas du tout, mais qui vont l'utiliser auprès des personnes âgées ou avec des troubles cognitifs. Donc, c'est quand même, il y a beaucoup de variétés puis de couleurs là-dedans. Puis je pense que chaque personne qui peut être intéressée par cette pratique-là peut trouver quelque chose qui lui convienne là, avec sa personnalité, là. Vous le montrez bien, c'est varié parce que ben, l'humain, c'est varié aussi. Puis, on peut se retrouver en milieu de santé pour toutes sortes de raisons, mais il n'y a pas seulement un profil. Euh, J'en profite pour donner quelques petites informations supplémentaires, mais tu sais, vous l'avez mentionné, hein, il y a de l'intervention en longue durée, en courte durée, tu sais, c'est très varié les milieux de santé. Il y a des occasions aussi de rencontrer d'autres professionnels de la santé, donc une dimension qu'on pourrait dire interprofessionnelle aussi. Euh, Si je me trompe pas aussi au CS Santé, donc au Centre Spiritualité Santé, il y a tout un volet aussi développement professionnel. Donc, tout ça est pris en charge, en tout cas au CHU de Québec, au Centre de Spiritualité Santé, pour du développement professionnel. Donc, c'est un milieu qui est quand même assez structuré. Donc, j'en profite pour vous mentionner ça au passage. Comme le temps file, on approche de la fin. Donc, si vous avez une question qui émerge comme ça, n'hésitez pas, c'est le temps de le faire. Euh, En bon animateur, je vais vous rappeler une information importante de bien distinguer les conditions d'admission au programme des conditions d'embauche. Alors, on l'a bien mentionné, le domaine des soins spirituels, de l'accompagnement spirituel en milieu de santé, c'est une spécialisation à l'intérieur d'un domaine plus vaste qui est le domaine des sciences des religions ou de la théologie. Hein, donc, tu l'as bien dit, Mario, la voie royale, c'est d'avoir un bac dans ces deux domaines-là, que ce soit pour l'admission ou pour l'embauche. Éventuellement, pour l'admission dans le programme de DESS, si vous avez un bac dans un autre domaine et 30 crédits dans les domaines spécifiques de théologie, de sciences des religions, il y a possibilité de s'organiser, mais il faut penser à l'après, puis aux conditions d'embauche dans les milieux de travail. Je terminerai par un petit exemple tout personnel, euh, qui a été mon premier contact avec plus personnel avec des gens en soins spirituels, en milieu de santé, c'est au décès de mon père. Je me souviens très bien, on était en CHSLD, et puis là, il y a l'équipe soignante, il y a beaucoup d'actions. Alors, infirmiers, infirmières, médecins viennent, ils ont des préoccupations d'ordre de santé. Souvent, le mieux qu'ils peuvent faire, c'est être une écoute attentive, puis ils font très bien ça, mais je me souviens très clairement du moment où l'intervenant en soins spirituels est arrivé. C'était une toute autre énergie. La personne a pris le temps d'échanger avec nous à un tout autre niveau. Et puis, ça a donné de la place à vivre ce qu'on avait à vivre en famille d'une manière que j'attendais pas puis qui était bénéfique. Donc, c'est un petit exemple très personnel, mais du genre de baume que peut apporter les soins spirituels dans un milieu de santé, on le sait bien, qui vit de grands défis financiers, de ressources humaines, etc. Mais c'était mon petit exemple un peu plus personnel, mais qui m'a fait découvrir de plus proche les soins spirituels, alors que vous en êtes les spécialistes, chère équipe. Voilà. Mylène, un petit dernier mot, puis après ça, on pourra mettre fin à la rencontre. Oui, en fait, merci pour ton témoignage. Puis c'est juste que je veux juste rebondir sur le que j'attendais pas. Les gens sont très peu à savoir qu'on existe dans le milieu de la santé. On n'est pas attendu. On est un peu comme la cerise sur le sundae des services à l'hôpital. On fait de la relation avec pour seul objectif la relation. Donc, on est un peu en marge, mais en même temps, on a tellement souvent des témoignages comme celui-là, comme celui de Patrice qui dit, ben, je ne savais pas à quoi m'attendre, mais mon Dieu, ça m'a fait du bien. Mon Dieu, merci, tu sais, d'avoir été là. Puis une autre chose aussi que j'accroche dans ton discours, c'est quand tu as dit la personne est arrivée avec une autre énergie. C'est un peu ça, c'est la qualité de présence puis d'écoute qu'on tente d'avoir au quotidien. C'est un défi de l'avoir dans un milieu aussi animé que celui de la santé, mais je pense qu'on réussit à le faire en équipe. Donc, si ça vous a intéressé,
On a hâte de vous voir arriver. Je vous salue, on vous attend. Puis merci là, à tous là, pour votre attention aujourd'hui. Alors, on est disponible s'il y a des questions, vous savez comment nous contacter. Merci à vous tous et toutes qui avez répondu présent à cet événement. Je salue aussi les gens qui vont visionner cette vidéo en différé. Merci tout spécialement à la merveilleuse équipe de formation, Jean, Mario, Mylène, Joanne, j'espère que j'oublie personne, mais tout ça n'aurait pas été possible sans vous. Donc, à la prochaine.